Au nom de toute l'équipe TwoSpark, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour le 9e Transformer Friday, le rendez-vous des leaders de la transformation, comme vous le savez tous. Qui donne la leçon doit l'exemple. Tout le monde dans cette salle reconnaîtra la lucidité de ce précepte que Courteline dispute sans doute à la palisse. Comment imaginer, en effet, et dans quelques champs que l'on se trouve, que l'on mise tout sur l'énoncé performatif, cette illusion de voir des actions s'accomplir par le simple fait de les énoncer. Il en va des parents avec leurs enfants, du professeur avec son élève, de l'entraîneur avec son athlète, etc., etc., etc. Il en va de même, bien sûr, lorsqu'on s'intéresse à la manière dont les grandes organisations envisagent leur transformation. Peut-on espérer que celles et ceux qui doivent donner vie aux transformations sur le terrain suivent aveuglément des leaders qui auraient fait leur plan triennal, le plan triennal, principalement le temps de la photo corporate? Et comment croire que la quête de sens, de plus en plus répandue auprès des collaborateurs, s'accommode de grands discours mobilisateurs sans réelle incarnation managériale? Alors, mesdames et messieurs les managers, transformation, d'accord, mais vous d'abord, c'est le thème de ce Transformer Friday consacré au rôle du management dans les grands projets de transformation, dans leur conduite et dans leur succès. Et la transfo, vous le savez, ça nous connaît. TwoSpark est en effet l'app intelligente qui déclenche et pilote les transformations des grandes organisations en engageant chaque collaborateur via 2 questions quotidiennes. C'est ce que nous faisons avec nos 100 000 users dans le monde, dans près de 20 pays, avec un algorithme très puissant et avec la conviction que la mise en mouvement d'une organisation ne se décrète pas comme le règlement intérieur. Elle se stimule quotidiennement, elle s'entraîne, elle se mesure et surtout, elle mérite de sortir des canaux habituels pour changer la donne, sans contrainte, sans œil de Moscou, mais avec bienveillance et efficacité. BNP Paribas, qui nous accueille aujourd'hui, en sait quelque chose en tant que client historique de notre solution avec des bénéfices importants et durables. Nous sommes donc une plateforme digitale et une application mobile. Notre format est micro-intrusif, 1 minute par jour suffit à délivrer un contenu riche sous une forme ludique qui repose, très important, sur un socle scientifique, 1 minute par jour, tous les jours. L'intelligence artificielle et les sciences cognitives permettent en effet à l'algorithme TwoSpark de construire des parcours individualisés en ciblant les lacunes des participants, mais aussi d'engager une véritable conversation utile et sans intermédiaire avec chacun d'entre eux, où qu'ils se trouvent depuis le centre jusqu'à toutes les extrémités de celle-ci. Pour les managers, puisqu'il faut que l'utilité soit la même pour tous, le reporting détaillé offre une lecture claire et suivie des KPI de la transformation de l'organisation pour la piloter, la mesurer, tant il est vrai, comme vous le savez, que ceux qui ne se mesurent pas ne s'améliorent pas. Mais il est temps, à présent, de se tourner vers nos grands speakers du jour, à qui vous pourrez adresser vos questions en temps réel au 06 47 88 21 16. 06 47 88 21 16. Faites bon usage de ce numéro, c'est le mien. Et je pourrais transmettre vos questions directement à nos speakers, voilà, en profitant de certaines pauses dans leurs échanges. Nos transformeurs du jour sont donc aujourd'hui Sandrine Dangenière, Transformation and Internal Communication Director de la BU France B2C d'Engie, et David Briggs, Group Vice President Global Transformation Leader de la BU Grid Automation chez ABB. Je vous demande de les accueillir et de les remercier comme nous pour votre présence. Ils seront interrogés, challengés peut-être, qui sait, par Lara Pavlich, fondatrice et CEO de TwoSpark, et je précise que leurs propos ce matin n'engagent qu'eux-mêmes, leurs expériences personnelles et non directement leurs organisations naturelles. Je vous laisse donc en leur compagnie, en laissant le dernier mot cette fois-ci à Francis Bacon, qui en peinture comme en sagesse n'était pas un jambon, et qui disait « Celui qui donne un bon conseil construit d'une main, celui qui conseille donne l'exemple des 2 mains, mais celui qui donne de bonnes leçons et un mauvais exemple construit d'une main et détruit de l'autre. » Sandrine, David et Lara, à vous la main. Merci.
Rochur pour cette magnifique introduction, comme d'habitude. Pour ceux d'entre vous qui nous connaissent, vous le savez, hein, ce qui fait la puissance de la solution TwoSpark, c'est le fait qu'on arrive à déployer des transformations de façon très très large dans des organisations où les individus sont nombreux, dispersés, et où l'enjeu du déploiement de la transformation est d'autant plus exacerbé que les collaborateurs sont loin. Donc notre sujet, c'est celui de la multitude. Et en fait, on a, au fur et à mesure de nos échanges, et notamment avec des échanges avec toi, Sandrine, on s'est rendu compte que cette multitude, elle s'applique aussi aux managers. Il y a beaucoup de managers dans les organisations, et ce sont souvent les laissés pour compte du déploiement de la transformation, d'où le sujet du jour. On s'est dit, très bien, pourquoi, puisqu'on parle de transformation, pourquoi ne pas aussi parler des managers? Je suis absolument ravie de vous accueillir, Sandrine et David. Et ce que je propose, c'est que vous commenciez peut-être par vous présenter, chacun, et dans le cadre de cette introduction, de nous expliquer finalement quelles sont les transformations que vous avez à gérer chacun dans vos organisations, puisque les personnes du public sont concernées au premier chef par ce mot de transformation. Merci Lara. Je vais commencer. Et je voudrais commencer par une petite question quiz. Je travaille chez Engie, mais est-ce que vous savez de quelle entreprise Engie est le nouveau nom? Oui? Ah, bravo, bravo. C'est une marque qui n'a que 2 ans et demi, du coup, c'est pas mal de voir que la moitié de l'assistance connaît. Engie est une entreprise en pleine transformation. Et pourquoi, en fait, nous sommes en transformation? Je voudrais revenir, en fait, au marché de l'énergie. Le marché de l'énergie, il subit une vraie révolution aujourd'hui, et une révolution tellement puissante que si les opérateurs historiques, comme nous sommes, hein, ex-Gaz de France, GDF Suez, ne nous transformons pas, en fait, nous risquons de disparaître dans la dizaine d'années qui vient. Pourquoi cette révolution est aussi majeure et profonde? En fait, ce sont des mouvements multiples. Il y en a 3. La révolution de l'énergie, ce sont 3D. La décarbonisation, la digitalisation et la décentralisation. La décarbonisation, ça veut dire quoi? Très simplement, c'est l'essor des énergies renouvelables, des énergies vertes, de tout ce qui est à bas carbone. Partout, on le voit, les énergies renouvelables se développent, les équipements sont de plus en plus efficaces en énergie, consomment moins. Les bâtiments aussi deviennent de moins en moins énergivores. On estime qu'en 2030, tous les logements neufs en fait, seront à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils produiront plus d'énergie qu'ils n'en consommeront. Et les pouvoirs publics en fait, poussent toute cette dynamique, un développement des énergies renouvelables, d'efficacité énergétique, qui fait que ce qu'on vend est amené à disparaître, ou en tout cas à se réduire très significativement. Donc ça, c'est la décarbonisation. Le deuxième mouvement, la digitalisation. Dans notre secteur, comment ça s'applique? Relation client qui devient digitale, ça fait évoluer nos canaux, donc de relations, mais également de vente. Le digital, en fait, nous permet aussi d'offrir des offres beaucoup plus personnalisées, enrichies avec du big data à nos consommateurs, hein, comme tous les suivis de consommation maintenant, avec les compteurs communicants, les données des compteurs communicants, avec des pas horaires très très fins, avec un suivi de consommation par équipement, pour savoir précisément ce que ça consomme. Donc tout ça, ça permet de créer des nouvelles offres pour les clients. La blockchain permet également, par exemple, de relier une consommation d'électricité à un parc de production ou éolien ou photovoltaïque. Donc voilà, ça c'est la révolution du digital dans notre secteur. Et le troisième mouvement, c'est la décentralisation. Auparavant, il n'y a pas encore très longtemps, la production d'électricité ou de gaz était plutôt centralisée dans les centrales. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout citoyen, tout consommateur est à même de devenir un producteur. Avec la baisse du prix, par exemple, des panneaux photovoltaïques, eh bien, chacun peut produire sa propre énergie.
Et on estime qu'à horizon 2030 en France, près de 20% des foyers en fait, produiront leur propre électricité. Donc ça signifie quoi? Ça signifie dans la décentralisation que si Engie ne fait pas, ne se transforme pas, on va se faire ubériser par nos propres clients. Donc ubériser par nos propres clients, ou bien je veux dire attaquer par nouveaux concurrents comme les nouveaux entrants sur le marché, comme Total, Butagaz, etc. Ou même peut-être chahuté par les GAFA qui vont bien finir par rentrer, et qui rentrent déjà dans le marché de l'énergie via le pilotage d'équipements. Tout ceci, ça nous a obligés à nous transformer profondément. Et donc, pour être très concret, ça c'est le groupe Engie qui a impulsé donc, une transformation, c'est le monde de l'énergie, et donc le groupe Engie a impulsé une transformation il y a 3 ans. Et en France, B2C, qui est l'entité où je travaille, donc moi je travaille je suis directrice de la transformation sur le marché en France des clients particuliers et des professionnels. On a impulsé cette transformation il y a 3 ans également. Nous, notre marché, mon entité, c'est à peu près 6000 personnes, dont une partie de techniciens de terrain qui font de la maintenance d'équipement. Et c'est 11 millions de clients. On vend donc du gaz, de l'électricité, des services d'assurance, de maintenance, de dépannage. On vend des équipements de production solaire. On installe et on maintient des équipements de chauffage. Voilà. Et notre transformation, en fait, aujourd'hui, elle vise à quoi? Elle vise à atteindre notre ambition. Et l'ambition qu'on s'est fixée chez Engie en B2C, c'est d'être le premier en France en nombre de clients sur la transition énergétique. Alors on ne sait pas trop quand, mais on est sûr que ça va arriver à peu près vers 2024, 25 ou 26. Et quand on dit premier, ça veut dire qu'on aura dépassé EDF. Oui, parce qu'aujourd'hui EDF est quand même le plus gros acteur de l'énergie en France. Donc pour atteindre cette ambition, on a en fait trois leviers d'action. Le premier, c'est conquête, croissance. Conquête sur de nouveaux marchés, croissance sur de nouveaux marchés, développement de nouveaux business. L'électricité, c'est nouveau, hein. Il y a 10 ans, on vendait que du gaz. Aujourd'hui, on a 3 millions de clients Nélec, c'est pas trop mal. Mais également développement de tout un tas de services autour du confort du foyer. Ça, c'est le premier aspect, donc développement des produits et croissance. Le deuxième aspect de la transfo, c'est évidemment la performance. Il faut être toujours meilleur, piloter les canaux par la valeur, réduire les coûts comme on peut, mais toujours maintenir un niveau de satisfaction client top, pour être un service client reconnu sur le secteur. Et le troisième aspect, c'est qu'on ne peut pas faire tout ça si on n'embarque pas les people et les collaborateurs. Donc tout ce qui est développement des compétences, souci de l'employabilité de nos collaborateurs, assurer leur engagement dans la durée, voilà, c'est le troisième pilier de notre transformation. Donc là, c'est la transformation culturelle de l'organisation. Je rappelle encore qu'on était service public il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment à 100%, et que voilà, on n'avait pas de clients, on avait des usagers. Moi, mon rôle dans cette direction, dans la direction de B2C, sur ce plan de transformation qui comporte en fait un certain nombre de projets, c'est certes de piloter, mais surtout de coacher les équipes qui pilotent des projets, de les challenger, de les animer et de les faire avancer du mieux possible. Voilà. Et donc c'est c'est très impressionnant. Je trouve juste pour... Et David, ce sera à toi juste après. Très intéressant, c'est cette ambition du grand groupe, non seulement de maintenir l'excellence, mais de viser la croissance, ce qui n'est pas une chose facile aujourd'hui. David. Alors, merci Sandrine. Parce que je vais faire d'abord un petit quiz, puis après je vais dire pourquoi je dis merci à Sandrine. Qui connaît ABB dans la salle? Je vois qu'il y a une foultitude de personnes. Donc ABB, c'est une société qui fait à peu près 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui a 135 000 salariés. C'est un leader industriel. Et il y a 4 grandes divisions, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi, je travaille dans une division qui s'appelle Power Grids. Alors notre métier, c'est quoi? C'est prendre l'électricité qui est produite ou par Engie
ou par d'autres, EDF et d'autres, ou par ce qu'on appelle les prosumers, les fameux consommateurs qui produisent l'électricité, et puis faire que tout ça fonctionne. Donc tu as parfaitement expliqué quel était aussi notre challenge, à 2 titres. D'abord parce qu'on est dans ce marché de l'électricité et qui devient excessivement complexe, et c'est pour ça que la digitalisation est critique. Et dans cette division, je m'occupe de la transformation pour une business unit qui s'appelle Grid Automation. Donc tout ce qui est automatisation des systèmes de réseau. Donc pour nous, on a un rôle interne qui est le leader de la digitalisation vis-à-vis de nos clients au sein de la division. Et le deuxième rôle qu'on a, qui est un rôle beaucoup plus externe, qui est de faire que ces réseaux qui deviennent très compliqués marchent pour que vous n'ayez pas de blackout d'électricité, parce qu'on oublie, mais on peut avoir des blackouts d'électricité. Moi j'ai vécu dans un pays où il y a des blackouts, c'est pas terrible. Donc merci, parce que pour nous les enjeux sont les mêmes au niveau du marché, et les enjeux sont aussi intéressants parce que Engie est aussi un client de ABB, et on voit que Engie est non seulement un nouveau client, parce que c'est un client qui a énormément évolué dans les dernières années, mais aussi un client qui est face à lui-même une transformation. Et donc nous, il faut qu'on s'adapte à cette transformation et on doit travailler sur cette transformation. Alors moi, je ne vais pas trop rentrer sur les enjeux de la transformation d'ABB, ils sont similaires, les enjeux internes, externes, mais mon challenge, moi, en tant que patron de la transformation, est assez simple. Quelle que soit la direction dans laquelle on veut aller, quel que soit l'enjeu stratégique, notre problème aujourd'hui, c'est comment s'assurer que ce qu'on veut faire soit mis en œuvre. Et ça, c'est notre plus gros problème, et on bute aujourd'hui, on a une problématique qui est assez simple. On est en train de découvrir que, et c'est pas valable pour ABB, je vais même parler pour mes anciennes expériences dans l'industrie. Alors je vais parler de l'industrie, je suis désolé. C'est intéressant d'ailleurs d'avoir le feedback des autres pour savoir si c'est le même challenge d'ailleurs. Et je vais être un peu comme Paul Valéry, je vais faire simple, donc faux. Mais le manager, de manière générale, un manager, son rôle avant, c'était que les choses se passent bien. Il y a 10, 15, 20 ans. Ça, c'était son rôle. Aujourd'hui, il y a une toute petite différence, mais qui est en fait énorme. Il faut que les choses se passent mieux. Et pas juste bien. Et donc, on est face à un changement très fort du profil du manager et du middle manager. By the way, on reviendra dessus, je pense un peu plus tard. Mais le profil du manager, en tout cas dans l'industrie, qui fait que les choses se passent bien, c'est généralement le meilleur expert de l'équipe qu'on a pris et qu'on a mis en rôle de manager. Ben, normal, c'est le meilleur expert, donc il va faire que les choses se passent bien. Est-ce que c'est le bon profil pour faire que les choses se passent mieux? Là, on commence à avoir beaucoup plus de doutes. Est-il capable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'arriver avec une idée différente, d'arriver avec une idée de transformation, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'appuie sur son passé, son expérience très forte, pour faire que les choses se passent? Donc ça, c'est notre premier problème. Alors après, il y a trois effets qui se coulent derrière ce phénomène-là. Et je vais peut-être commencer par le premier, on regardera peut-être les deux autres pour la suite, je ne sais pas comment tu veux qu'on fonctionne là. Mais, le premier effet qui se coule, c'est que très souvent, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans notre organisation, comme il y a une différence entre le profil et ce qu'on attend de lui, on a perdu souvent notre meilleur expert et on a gagné un manager en difficulté. Et alors, je ne sais pas si c'est un piètre manager, mais c'est un manager en difficulté, effectivement. C'est un manager qui est pas à l'aise, qui ne sait pas très bien gérer ses priorités, puis on en parlera après, parce qu'il ne comprend pas très bien quel va être son rôle, et qui est très chahuté. Et c'est effectivement, je pense, notre plus gros challenge, c'est l'oublier de la transformation. Et c'est malheureusement une clé essentielle dans le rouage de la transformation. Voilà, alors juste une petite chose, parce que dans ma présentation je ne l'ai pas dit, dans notre division, chez ABB, on est dans un grand plan de transformation, il a été communiqué dans la presse il y a maintenant je pense 1 an et demi. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que, alors il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, mais il y a une chose qui est intéressante, il y a une vraie volonté managériale. Dans le sens où, moi je fais partie d'une équipe de 70 personnes qui ont été créées à temps plein pour travailler sur la transformation dans différentes dimensions, et qui a un plan d'investissement qui est excessivement élevé. C'est-à-dire que d'ici à 2020, la division va investir entre 100 et 200 millions de dollars sur la transformation. Donc il y a une vraie volonté, on sait qu'il y a un challenge, on sait qu'il y a un environnement qui est très changeant, on ne sait pas trop où il va aller. Enfin, on a de bonnes idées, mais on sait que ça risque de changer. Et donc voilà, mon rôle est vraiment autour de cette transformation-là.
Ok, et donc ce que je trouve très intéressant dans ce que tu viens d'exprimer, David, c'est cette notion dont nous on parle assez souvent, hein, qui est largement documentée, qui est que la transformation finalement elle est composée de deux briques, si on veut schématiser les choses. Une première brique qui est une brique de stratégie et une brique qui est une brique de déploiement. Et que finalement, la plupart des échecs de transformation, et juste pour les chiffrer, hein, 70% des transformations soit n'atteignent pas leurs objectifs, soit sont purement des échecs. La raison pour laquelle les échecs se concentrent sur cette brique de déploiement, c'est qu'effectivement, il existe une couche épaisse dans l'organisation à travers laquelle la transformation n'arrive pas à percoler. Et cette couche épaisse, ce sont des outils qui ne parlent pas ni aux collaborateurs ni aux managers de proximité. Ce sont des démarches qui n'arrivent pas à cascader parce que c'est trop compliqué de le faire comme ça. Mais voilà, ça peut aussi être ces fameux managers en difficulté. Et donc c'est d'eux dont on va parler. Quand on a préparé cette conférence, on a identifié finalement qu'il y avait trois grands sujets, parce que les managers, en soi, c'est une multitude et c'est très compliqué de les labelliser juste de cette façon-là. Donc on les a envisagés finalement en trois strates. La strate du line management, le manager de proximité, la strate du middle manager, à laquelle je pense la plupart d'entre nous appartenons aujourd'hui, et la strate des vraiment top managers. Et l'idée finalement, c'est que les problématiques dans le déploiement de la transformation sont un petit peu différentes, voire très différentes, pour chacune de ces strates. Donc de façon un petit peu scolaire, j'espère que ça vous convient, on va aborder chacune de ces trois strates. Et donc, Sandrine et David, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que on commence par le line manager, parce que c'est la strate la plus nombreuse. C'est notre fameux expert qui a été promu. Et David, je crois que tu as une façon de nous présenter ces trois strates. On va faire de l'innovation. Voilà, ok. Essayons. Tu veux que je le fasse maintenant? Eh bien, si. On va essayer de le faire. Je vais essayer de faire un schéma parce que c'est plus simple que... Si la technologie marche, sinon on a un paperboard. Voilà, ça devrait marcher. Alors, j'ai rien inventé. C'est quelque chose qui a été... Ce petit schéma, il a été décrit par un monsieur qui s'appelle Nemoto. Et je vais essayer de vous le décrire. Alors, la façon dont je vais le décrire va être la suivante. Je suis un piètre dessinateur, donc ne m'en veuillez pas. Attendez, je vais déjà commencer par faire plus proprement. C'est un vrai challenge avec le micro, mais je vais y arriver. Voilà. 3 zones sur ce graphe, d'accord? Donc une première zone qui est la zone que je vais qualifier d'exécution. Une deuxième zone qui est au milieu, qui est cette zone au centre, ici. Et cette zone, je vais la qualifier de l'amélioration, mais avec mes équipes. Alors je précise ça parce que je suis dans l'industrie avec des ingénieurs. Donc les ingénieurs, quand on dit amélioration, c'est je réfléchis tout seul et tu fais ce que je t'ai demandé de faire. Donc c'est l'amélioration d'équipe. Et puis la dernière zone, je n'ai pas mes lunettes, c'est encore plus compliqué. La dernière zone, c'est la zone que je qualifierais du système. D'accord ? C'est quoi? C'est comment je vais fonctionner, comment je vais travailler sur mon système pour faciliter l'amélioration en équipe, ce qui va faire que mon exécution va être la plus efficace possible. Alors, une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est assez simple, il y a 3 couches. Je vais essayer de déceler 3 couches. Donc il y a une couche, on va reprendre ici, qui est un niveau plus opérationnel. Il y a une couche que je qualifierais du middle management. On est tous le middle management de quelqu'un, donc ça s'adapte. Et puis une couche que je qualifierais de top management. Alors, les 2 enseignements pour moi dans ce graphe qui sont importants. Quand je suis un opérationnel, mon rôle c'est avant tout d'exécuter mes tâches au quotidien. Dans une organisation type Toyota, on dirait exécuter le standard. De participer à l'amélioration en équipe et de participer aussi un petit peu à la stratégie. Quand je suis au top management, mon gros travail, c'est comment je vais organiser et structurer ma société, mon organisation, mes modèles opératoires,
Ça, c'est ma priorité. Ensuite, je vais travailler sur aussi participer à l'amélioration. Et puis, dans un certain nombre de cas, il va falloir, même en étant top manager, que je m'implique sur un certain nombre de sujets. Donc, moi, avant, j'étais patron de PNL. De temps en temps, même si on gère 4, 5, 6 000 personnes, il faut aller voir des clients, il faut relever ses manches pour aller gérer des projets critiques, etc. Mais c'est un petit niveau. Et puis, le middle manager, lui, il a un vrai challenge. Parce que quand on est top manager, la priorité, elle est simple. 60, 30, 10%, opérationnel, 60, 30, 10%. Si je ne sais pas trop où je dois aller, si la direction n'est pas claire, si mon manager n'est pas parfait, c'est pas grave. Je sais que si je suis sur un de ces deux sujets, je ne me trompe pas beaucoup. Quand je suis middle manager, c'est très compliqué. Pour moi, c'est, je pense, le rôle le plus complexe qui soit. Je dois être en adéquation sur ces 3 dimensions-là. Il faut que je sois capable de faire une grande partie du travail que j'ai à faire parce que je dois faire un certain nombre de choses très, très concrètes au quotidien. Je dois passer du temps à réfléchir comment je vais animer mon équipe pour qu'elle s'améliore et pour qu'on soit meilleur. Et en plus de ça, on me demande énormément de choses sur soit transmettre des informations, soit travailler sur la stratégie. Donc, donner une priorité ici, c'est très compliqué. Alors ça, c'est un outil que moi j'utilise avec mes managers quand je suis patron d'un business. Là, je suis plutôt à côté pour l'instant. Mais quand j'utilise ça pour bien faire comprendre ce qu'on attend aux différentes couches de management. Et c'est amusant parce que ça déclenche énormément de réflexions, notamment dans le niveau middle management. Où les gens commencent à comprendre que... Alors souvent, ils sont où ces gens-là? Ils sont très souvent ici, en fait. Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus concret. Là, je sais ce que j'ai à faire et je le fais. Et ils ne sont pas là où on les attend, parce que moi, je les attends là, en fait. Et surtout dans la transformation. Donc, ils ont tendance à se réfugier dans ce côté-là. Et après, on va avoir 2 types de middle managers. Je vais faire tu m'arrêtes si je suis trop... Mais on va pour moi avoir le middle manager qui se réfugie ici, qui est le représentant de son équipe, c'est juste un représentant, donc celui qui va parler au boss, ou celui qui aime bien ce côté-là, parce qu'il est très ambitieux et très intelligent, tout ce qu'on veut, mais il est ambitieux, et du coup il ne gère pas son équipe et son quotidien. Et c'est très difficile. Donc ce rôle-là, pour moi, c'est plus difficile. Et c'est le fameux, pour moi, concrete layer dont on va parler un peu plus tard. Si on revient juste... Pour commencer, oui, sur nos line managers, et je pense qu'on passera du temps sur les middle parce qu'effectivement c'est très complexe. Les line managers, par définition, ils sont nombreux dans l'organisation, oui. Ils se comptent par milliers. Ils reçoivent des injonctions dont ils ne comprennent pas forcément quel est le sens, et de cette façon-là, ils sont assez proches finalement des collaborateurs. Ils sont assez alignés avec les problématiques des collaborateurs. Comment, Sandrine, est-ce que tu embarques les line managers dans la transformation d'Engie? C'est une grande question. Et si je me réfère à la discussion qu'on avait eue, tu nous avais parlé de ce fameux baromètre que vous organisez. Alors, je voudrais vous évoquer un point qui nous a vraiment étonnés dans notre direction, mais qui mérite vraiment d'être mentionné. On est un baromètre social mondial du groupe opéré par un institut d'études formidable, etc. On vient d'avoir la 2e édition de ce baromètre, là, qui est un baromètre un petit peu destiné à mesurer le degré de transformation de toutes les entités du groupe. Il y a 25 business units dans le groupe. Donc les business units, c'est des groupes PNL quand même. Et notre business, dans les résultats du baromètre de notre business unit, il est apparu que nous, donc France B2C, nous avions une force qui était une exemplarité managériale hors du commun. Voilà. Et donc cette force, on est significativement plus fort que toutes les autres BU du groupe. Donc, du coup, on s'est interrogé, mais en fait, on a compris. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cet élément-là chez nous. Le premier, c'est un point un peu à la fois culturel et structurel. Je dirais que nous, France B2C, à la différence d'autres entités comme la direction de la recherche, les terminaux métalliers, etc., on est très opérationnel et très axé culture de résultat dans un business court terme. On a vraiment cette valeur partagée qui est le sens du service client et
avec ce court terme et culture du résultat. Donc ça, c'est vraiment une valeur importante. Et je pense que du coup, ça signifie que chez nous, dans notre entité, chacun sait précisément ce qu'il a à faire. C'est bête ce que je dis, mais c'est important. Il faut mieux que chacun sache bien précisément quel est son contrat d'objectif, ses KPI, ce qu'il a à faire, son niveau de délégation. Et les gens sont assez autonomes par rapport à ça. Finalement, ce qui fait que les managers savent précisément comment ils doivent, quels sont les résultats attendus par leur équipe. Dans notre entité, c'est vrai que finalement, on a beaucoup de managers. D'ailleurs, on en rigolait un petit peu entre nous souvent, c'est que certaines personnes du siège, entre guillemets, viennent dans notre business unit pour faire leur stage ouvrier de management. Alors, bon, ça veut tout dire. Mais oui, on a à peu près donc, 600 managers. Le deuxième point, je pense que c'est des pratiques. Donc, le premier, c'est une valeur, la valeur de cette culture du résultat. Le deuxième qui explique cette exemplarité managériale, c'est des bonnes pratiques. La première, c'est que donc on est des gens opérationnels, comme on dit, accès résultat. Du coup, on cherche toujours des solutions pragmatiques. On cherche toujours à avancer, même si c'est difficile. Et tout le monde, le manager, son équipe, cherche une solution à tous les problèmes. Parce que on ne pourra pas changer de CRM, on ne pourra pas se payer telle étude à tel million. Donc, il faut trouver une solution, quoi qu'il arrive. Au quotidien, c'est notre raison d'être, un petit peu. Entre engagement et empowerment, tu dirais que c'est lequel des deux qui pèse le plus? Là, c'est plutôt de l'engagement. C'est plutôt de l'engagement, je pense. En termes de bonnes pratiques, il y a quelque chose aussi, on s'est fixé une règle très simple qui est de ne pas recourir à des consultants en prestations intellectuelles. On a l'intégration IT, par exemple, mais on ne se fait jamais aider. Donc le manager donne l'exemple, doit trouver une solution, doit faire par lui-même, et doit faire ses slides, doit faire ses documents, doit faire avancer son business. Ça, c'est un point qui est très fort aussi. Et du coup, moi-même, par exemple, si je peux tout de suite, voilà, moi-même, quand il y a certains problèmes, ou pas forcément d'ailleurs, je pilote des initiatives de transformation. Je ne suis pas seulement directrice de transformation. D'abord, je n'ai pas d'équipe. Je m'appuie sur des pilotes dans les entités, dans les différents services qui composent notre direction. Mais j'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis, à faire avancer des sujets, à piloter des workshops, à trouver des méthodes de travail, à réunir les gens. Quand je sens que c'est grippé, quand il y a un problème, je compte pas mes heures jusqu'à ce qu'on y arrive. Et on est un peu tous comme ça. Enfin, j'aimerais qu'on soit tous comme ça, mais on est quand même un peu tous comme ça. Oui, d'accord. Donc, ce qui est particulièrement, je trouve, intéressant dans ce que tu viens de décrire, et notamment concernant le line management, c'est cette idée que le périmètre sur lequel ils sont attendus est clair. Et ça, est-ce que David, c'est quelque chose qui fait écho avec le line manager chez vous? Je crois que c'est très, très important. Là, j'ai fait un schéma qui, moi, m'intéresse parce que c'est le stade auquel je voudrais qu'on arrive quand on manage quelque chose. Ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est pas du tout ce schéma-là. On voit un top management qui veut absolument travailler que sur la stratégie, réfléchir, et dans lequel son schéma de pensée, ça c'est le manager qui fait que les choses vont bien, pas qu'ils vont mieux. Il pense avec, moi je vais faire la stratégie, le middle management va la transmettre et les opérationnels vont faire ce que je vais dire. Et ça c'est ce qui se passe. Sauf que ce top manager, il va dire, alors moi ma stratégie c'est de passer d'un corridor des bits et de croissance de 5,5 à 12,3. Donc le gars qui est là, le line manager, il regarde ça, il dit ouais super, génial, je suis transcendé. Et au passage, le middle manager, lui, il prend ça et il se dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ce truc-là? Donc le problème qu'on a, et c'est ce que je trouve très intéressant dans ton discours, parce que nous, on n'est pas encore à ce stade-là. Comment on va traduire une stratégie qui a plein de stakeholders, je suis désolé, je vais prendre un mot anglais, mais donc que ce soit les investisseurs, que ce soit le management, désolé, je suis en veille permanente. Et puis s'il ne me voit pas, mon PC, il ne veut pas se rallumer. Donc,
comment on va avoir une stratégie qui peut se déployer. Et la première chose qui, à mon avis, fonctionne très bien, c'est le What's in it for me. Donc, qu'est-ce qui, à ce niveau opérationnel, qu'est-ce qui, dans la stratégie, fait que moi, je me reconnais parce que ça va résoudre un certain nombre de mes problèmes ou des choses que je vois sur le terrain. Comment ça fait du sens pour moi? Donc, la façon d'engager, bon là, on va dériver sur le livre qu'on a écrit avec Philippe, mais si on veut pouvoir engager, mais c'est la bonne transition, ce line management, il faut que le top management ait, dans son comportement, pas dans les actes, dans son comportement. Parce que les actes, on les voit moins, alors que le comportement, les gens le voient. S'il y a un changement de comportement au niveau du top management, et si le top management descend dans les équipes, je crois que Sylvain, tu sais de quoi je parle, mais descend sur les... moi, quand j'étais patron de service, on a passé commun chez Alstom Transport, je gérais à peu près 6000 personnes, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, je descendais dans les dépôts la nuit, avec mon bleu de travail, mon casque, et j'allais passer du temps avec les opérateurs. Je le faisais pour plein de raisons. D'abord parce que ça donne des informations pour construire une stratégie qui ait du sens pour les gens en bas. Je dis en bas parce que je pense sous le train. c'est aussi parce que ça permet de comprendre quel est le niveau de compréhension de ces opérateurs. Quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs difficultés. On oublie très vite ce que c'est que d'être au quotidien sur le terrain. Je pense que tu as plein de cas comme ça. Et puis aussi, ça permet de créer quelque chose qui est d'initier le changement avant même qu'on ait construit la stratégie. C'est-à-dire que ces gens-là se disent « Ah, le patron est venu me voir, mais ça n'était jamais arrivé, ça. » Et il est venu me parler, et il m'a écouté, il m'a posé des questions. Et si on prend un tout petit peu de ça, et même si c'est 20% de la stratégie, mais quand elle arrive au niveau du line manager, ah oui, je reconnais ce que moi j'ai dit et ce à quoi je parlais, les 80% que sont un peu métaphoriques ou pour lui incompréhensibles, il va les accepter parce qu'il y a quelque chose pour moi dans cette stratégie. Alors que si ça reste une vision trop élevée, elle n'a fait pas de sens. En termes de vision, nous on s'est rendu compte que notre vision, je vous l'ai dit, elle est simple, c'est d'être le premier. Et du coup, on a fait plein de choses, on a plein de réussites là ces dernières années qui vont dans cette direction. Sauf que je me suis rendu compte, notamment dans le cadre des baromètres sociaux, en travaillant avec les collaborateurs, que eux, très concrètement, ils voient pas dans leur quotidien que ça avance. Je veux dire, on leur dit qu'on va avoir un site internet unique, qu'on va avoir une super gamme de produits, qu'on va faire plein d'upsell, cross-sell, enfin vendre des produits, des services à tous nos clients, etc., avec de la data par exemple. Mais eux, dans leur quotidien opérationnel, ils ne se voient opposer que, par exemple, pour citer un exemple, opposer que les refus des juristes, ou que les difficultés, ou que les no-go, etc., des projets. Et du coup, c'est très compliqué, je me suis rendu compte que c'est très compliqué, alors que notre discours est positif, et va dans un bon sens, de leur faire comprendre que ça avance. Et je pense que finalement, c'est grâce, en tout cas chez nous, à cette exemplarité managériale dont je vous ai parlé et à cette confiance et à cette transparence, enfin cette confiance qu'ont les collaborateurs en leur manager, qu'on va pouvoir, grâce au manager, passer des infos. Et je veux dire, moi, si je dis super, les synergies avancent, par exemple, ils ne vont pas me croire. Si leur manager ils leur disent voilà, les synergies avancent, pour preuve, on est passé de 10 à 100, ce canal-là a atteint ses objectifs, etc., ça sera beaucoup mieux vécu. Et du coup, j'ai décidé sur certains éléments sur notre vision, donc on a écrit un mémo stratégique, mais j'ai décidé de le décliner en utilisant, en faisant parler des propres collaborateurs. C'est-à-dire que chacun s'approprie avec ses propres mots, qu'il soit technicien de maintenance, qu'il soit conseiller clientèle, data scientist, afin que finalement chaque manager ensuite soit à l'aise avec ses équipes en fonction de leurs propres spécificités. Et je pense que comme ça, on arrivera à une vision partagée. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non. D'accord. Et donc là, je pense que, pour finir sur ce line manager, parce qu'effectivement, je crois qu'on est déjà d'emblée rentré dans la position du middle manager, qui doit jongler finalement avec toutes ces balles. Pour terminer sur ce line manager, ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, il s'apparente dans sa posture aux collaborateurs. Et donc, il faut le traiter
dans le déploiement de la transformation, comment on traite les collaborateurs, en décrivant très clairement quel est le périmètre, en adressant leur what's in it for me, et en imaginant bien qu'effectivement, comme les collaborateurs vont devenir de plus en plus augmentés, le rôle du manager, comme tu le disais, ça va être de gérer de faire en sorte que les choses se passent mieux, c'est-à-dire d'être davantage dans un rôle d'animation. Je pense qu'on peut arriver et conclure sur ce rôle du line manager de cette façon-là, passer effectivement sur la couche du middle, et donc ce que j'entends parfaitement dans ce que vous dites tous les deux, c'est qu'il y a vraiment cette notion, d'exemplarité, voilà, de confiance, de donner confiance, et donc ça peut-être que tu auras des choses à dire là-dessus, David. Et aussi, ce que j'entends, c'est du participatif. C'est ça? Oui, capital. Enfin, pour moi. Oui, tout à fait. D'accord. David, est-ce que tu as des exemples de la façon dont ces choses-là peuvent s'articuler Tu parles quoi? Middle management? Oui. Moi, je citais les différents cas avant en ce qui me concernait, mais dans la façon de fonctionner. Juste ce que je voulais dire sur le middle management, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais avant, puis je reviendrai après sur le sujet. Sur le middle management, alors j'entends beaucoup de gens parler du problème du middle management. Alors je pense qu'il n'y a pas de problème de middle management. J'ai fait déjà l'introduction pour l'étape d'après. Je pense que le problème il est là, mais il n'est pas là. Okay. Donc le middle management, pour moi aujourd'hui, c'est un faux débat. C'est absolument un faux débat. C'est une réalité, le fait qu'on n'arrive pas à l'utiliser correctement, mais par contre, ce n'est pas là, à mon avis, qu'il y a le problème. La deuxième chose, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est quand même des gens qui sont face à des contraintes énormes. Ils ont généralement relativement peu d'autonomie, on leur demande de faire plein de choses dans tous les sens. Peut-être que chez NJ, ils ont la chance de avoir une communication claire. Chez nous, il y a des canaux de communication qui sont multiples, variés et qui viennent dans tous les sens, donc c'est très compliqué. Donc moi, la première chose, c'est que je pense que le middle manager, il a besoin d'aide. Ces gens-là, c'est une population de gens qui ont besoin d'être aidés. Aujourd'hui, ils ne sont pas aidés, ils sont pressurisés. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais ils sont sous pression, on ne les aide pas. On ne les aide pas. Alors je me souviens que moi en tant que manager, j'avais eu un motto qui était en interne face à mon top management de dire il faut remettre les middle managers dans un rôle de manager. Et à partir de là, travailler sur un certain nombre de choses. Donc ça peut passer par la formation, mais ça peut aussi passer par des outils. Alors ce qui est très intéressant dans l'appli, enfin en tout cas la démarche TwoSpark, c'est que bien avant que moi j'ai accès à la digitalisation, une chose qu'on faisait, c'est qu'on faisait tous les lundis à la même heure, une demi-heure de meeting d'équipe. Donc dans une organisation plus petite, à l'époque il y avait 600 personnes, enfin, je manageais bien les 600 personnes, et comme on avait constaté qu'il n'y avait pas ce flow, et que nos managers experts, line et middle, avaient du mal à se mettre face aux autres, on avait imposé à la même heure, tous les lundis, ah zut, ça y est, je sais qui m'en connaît plus, tous les lundis on avait mis un meeting d'équipe, et on diffusait des messages. Alors moi, ce que je trouve fantastique avec TwoSpark, c'est qu'on a quelque chose de beaucoup plus efficace, on peut le faire au quotidien, on a des questions ciblées, donc c'est un très bon outil pour moi de transfo, donc de management, puisque le manager, et maintenant, il doit transformer en permanence. Donc voilà, donc je pense qu'ici, il y a un gros travail à faire pour aider les managers. Je pense que la solution, ça en fait partie, c'est un des moyens d'aider les managers. Et je pense que ces gens-là, voilà, il va falloir qu'on les amène à être différemment, à se comporter différemment. Mais je crois qu'il faut arrêter de taper sur cette concrete layer et il faut la fluidifier en leur permettant d'abord bien comprendre quelles sont leurs priorités et d'avoir une vision claire et les aider à traduire la vision. Après, on reviendra sur le top management, mais top management oublie souvent que s'ils sont au top management, c'est que peut-être qu'ils ont une compréhension plus simple des phénomènes complexes, qui sont certainement avec un QI très élevé, mais qu'on ne peut pas attendre de ça, de tout le line management, donc il faut aider les autres à traduire un certain nombre de choses. Et ce que je trouvais intéressant par rapport à ces outils, parce que les outils n'ont pas forcément besoin d'être digitaux, ils peuvent l'être, et c'est pour ça qu'on existe, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, Sandrine, c'est que grosso modo, quand il y a un problème,
finalement, ce que tu vois de positif dans ton job, c'est que, quels que soient les moyens qui sont à ta disposition, tu vas le résoudre. Et si le résoudre, ça veut dire te retrouver les mains dans le cambouis, c'est ce que tu fais. Si le résoudre, c'est de parler à Isabelle Cocher pour faire en sorte que l'information remonte, c'est ce que tu vas faire. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de cette façon dont tu as résolu des problèmes et finalement tu as utilisé cette multitude de tâches auxquelles tu es confronté comme un driver plutôt que comme une contrainte? Alors, je vais vous raconter une expérience. Donc, on vend de l'énergie et des services. On a une filiale qui s'appelle NG Home Service qui fait de l'installation et de la maintenance d'équipements, notamment de chaudières, de pompes à chaleur, etc. Et à côté de ça, on a notre commercialisateur d'énergie. Et tout simplement, ça semble intéressant quand on vend un contrat d'énergie de vendre le contrat de la maintenance de la chaudière avec. On est d'accord? Bon. On n'a pas le droit de le faire, nous. Nous, on n'a pas le droit de le faire parce qu'on est dans une situation assez particulière, surveillée par l'autorité de la concurrence, en tant qu'ancien monopole, en position dominante sur le gaz. On n'a pas le droit de privilégier une filiale. On s'est fait attaquer à multiples reprises parce qu'on avait à peine essayé de mettre le... Bon, bref. Mais du coup, on avait quand même, voilà, dans notre vision d'apporter un service, un parcours fluide aux clients, on se dit quand même c'est trop bête de ne pas réussir à brancher au moins sur le site internet notre filiale sur le site internet du commercialisateur. Et c'est un sujet hyper compliqué, parce que du coup on n'a pas le droit. Mais on s'est dit, et moi j'ai pris le sujet à bras le corps, j'ai mis 1 an et demi pour y arriver. J'ai mis 1 an et demi parce qu'il a fallu faire appel à des experts, que j'anime des workshops, que je trouve des solutions, que je tricote avec les juristes, un espèce de contrat de partenariat qui nous permettait, avec un paravent, enfin qui n'en est pas un, mais avec une solution alternative, de mettre en valeur notre filiale. Et c'est un sujet qui me tenait hyper à cœur et que j'ai finalement du coup mené jusqu'au bout avec, sans compter mes heures, avec de multiples ateliers, etc. Et je pense que, notamment avec cet exemple-là, j'ai acquis une certaine légitimité sur mon poste aujourd'hui et sur les actions qui font qu'on va vers cette transformation, vers l'atteinte de cette vision d'être le leader en France. L'avantage que j'ai, et qui fait qu'aussi j'ai la confiance, j'ai la chance d'avoir la confiance des équipes, c'est qu'en fait j'ai occupé des fonctions opérationnelles avant dans l'entité. J'ai été responsable du marketing opérationnel, j'ai été responsable d'organisation de tous des call centers, et puis j'ai fait d'autres choses dans ma vie avant qui font que j'ai une vision assez large et que je connais aussi donc bien les gens. Du coup j'ai cette confiance d'un point de vue métier de leur part, mais j'ai également à leurs yeux, j'apparais comme neutre, et notamment là dans ce cas-là, étant moi, en tête de BU, ne favorisant pas une entité par rapport à une autre, moi mon objectif c'était juste de faire travailler ensemble et de brancher un site internet sur un autre, mais j'étais perçue comme neutre dans l'affaire, c'est-à-dire ne visant que le bien collectif et pas le bien de l'un, d'une entité par rapport à l'autre. Je pense que ça a beaucoup permis aux gens de se parler, de se confronter, d'avoir des débats vigoureux, houleux, francs, sans qu'on en vienne à la rupture. Ce qui arrive parfois quand on a des sujets compliqués à traiter. Je t'en prie. Alors, je voudrais revenir, tu m'as posé une question, je n'ai pas répondu tout à l'heure. Les outils pour ça. J'ai parlé des deep dives que je faisais. Moi, je m'assimilais de façon très arrogante au top management. Mais les deep dives qu'on peut faire ici sont hyper importants à ce niveau-là. Alors, au deep dive, c'est-à-dire, je parle d'aller sur le terrain, passer du temps, mais du temps en faisant comme les gens qui font. Ce que j'aime pas du tout, moi, c'est quand les gens passent, regardent pas ce qui se passe, posent pas de questions, ne s'intéressent pas. Moi, j'aime bien faire. Le travail, casque, faire. J'ai un autre outil qui marche très bien ici, c'est la soirée pizza. C'est-à-dire quoi? C'est alors soirée sushi pour les filles, non? Oui. Mais malheureusement, je suis dans
un métier où on a un très, très gros problème d'égalité homme-femme, mais bon, on a 16% de femmes et elles sont malheureusement peu dans les fonctions opérationnelles. Et j'ai bien malheureusement. Pourquoi je dis soirée pizza? Donc c'est toujours pareil. Quand on fait un deep dive, il faut aller là où on ne vous attend pas, parce que c'est ce qui fait que le comportement va être perçu comme différent. La soirée pizza, c'est exactement la même chose. C'est pas une soirée au restaurant, c'est une soirée dans un bureau autour d'une pizza. Et puis c'est commencer à discuter avec ces middle managers, et puis leur demander quels sont leurs problèmes au quotidien. Moi j'en ai fait beaucoup de ces soirées pizza, ça se voit. Et ce qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est que là où le middle management se sent pas bien, et bien évidemment c'est dans la zone de la stratégie, mais encore plus dans cette zone de management. Et on s'aperçoit, alors la soirée pizza, ça construit ce que tu disais, la confiance. Mon patron n'est pas là pour taper dessus, mon patron est là pour essayer de m'aider, il m'apporte des solutions, je fais ce petit schéma au tableau pour dire bah oui, vous n'êtes pas bien, mais c'est normal, regardez ce qu'on attend de vous, et on ne vous l'a même pas dit en plus. Alors après ça marche plus ou moins bien, hein. J'ai eu des échecs, j'ai eu ça y est, il est reparti. Non, c'est bon. Donc je crois que ce contact-là est un contact beaucoup plus humain, beaucoup moins financier, qui ne se fait pas dans des salles de réunion. Il faut le faire, hein. Les business revues, il faut les faire, on les fait, et c'est important de le faire aussi. Mais ce contact-là de l'humain, il permet de commencer à raccrocher ce middle management et le remettre en position de management et qui change de vision par rapport à son patron. On est court en temps. On n'est pas du tout court, pardon. Non, mais je m'étonne qu'il n'y ait pas de questions. Alors, où mon téléphone m'abandonne. J'ai une question. Alors, tout le monde n'a pas de téléphone, je le comprends. Mais vous pouvez réagir. Ah bon, d'accord. Ah, c'est quoi alors? Dis-moi quel est le numéro. Dis-moi quel est le numéro. 06 47 88 06 47 88 21 16. 21 16. Ah oui, je l'ai pas mis au bon endroit. Je vais essayer d'utiliser la technologie. Alors là, vous me faites faire des choses que j'ai jamais faites jusqu'à maintenant. Ça marche. Allez. Alors, David, voilà. David, on aimerait entendre à nouveau le nom de l'auteur de ce schéma. Ah, l'auteur de ce schéma. Alors, voilà, vous allez me lancer sur quelque chose de loin. Ce monsieur, je l'ai un tout petit peu transformé parce qu'il est un peu plus technique, enfin, dans les mots, hein, mais le schéma a la même forme. Un monsieur qui s'appelle Nemoto, qui avait fait ce schéma probablement il y a 40 ans. Et monsieur Nemoto, vous ne le connaissez pas, mais il y a deux personnes qui ont construit le fameux Toyota Production System, TPS. Et un monsieur qui s'appelle Taishi Ono, qui était le patron de la production. Et un monsieur beaucoup plus discret, mais qui a aussi beaucoup œuvré, qui était le patron de la qualité, et qui s'appelait monsieur Nemoto. Et je trouve, moi, ce schéma très puissant. On l'a réutilisé différemment dans notre livre, mais avec Philippe, mais c'est, je pense, ouais, je trouve que c'est un... Je peux d'ailleurs donner le titre du livre. Non. Bon, voilà. Pour ceux qui veulent la référence du livre, on l'enverra bien volontiers. C'est la méthode ACE, mais je ne sais pas le titre exact. Oui. J'ai une question. C'est passionnant ce que vous nous racontez sur ces exemples, etc. Mais moi, je reste un petit peu sur ma fin par rapport au thème. Là, on était sur un thème du lead by example. Oui. C'est-à-dire en quoi le manager, par sa façon d'être, sa façon de faire, au-delà de juste sa bonne communication, et ce dont on parle depuis le début, en quoi ces choses-là peuvent contribuer à une meilleure transformation. Et vraiment dans sa façon d'être. C'est comme ça que Alors, moi, je venais avec cette attente. C'est probablement moi qui me suis mal exprimé. Quand je dis, je vais prendre moi, puis après, si ça va, Laurent, si j'en fais, ouais. Je me suis probablement mal exprimé. C'est bien ce dont je parle. C'est comment, dans mon comportement, je vais apporter une transformation. Quand je descends faire un deep dive, c'est pas de la communication. Hein. C'est une méthode qui me permet de comprendre les enjeux au quotidien. C'est une méthode qui me permet de démontrer qu'il y a mon changement de comportement va déjà induire au niveau du line management et des opérationnels le fait que j'ai un patron différent, donc je vais m'attendre à du changement, donc je vais déjà être prévenu qu'il va y avoir une transformation. Et by the way, c'est pas une transformation
qui est la énième transformation du groupe avec le grand plan, avec la communication, c'est une transformation que je suis prête à écouter parce qu'elle est différente, parce que le comportement du top manager est différent, parce que moi, quand je vais faire ma soirée pizza, je vais commencer à influencer ce middle manager qui lui aussi va commencer à changer son comportement avec des tout petits outils. J'ai des choses très très simples, on pourrait y passer des heures, mais que moi j'utilise des petits outils pour dire, bah tiens, tu sais pas manager cette personne, petit outil très simple, matrice 2 par 2, je veux faire, je veux faire, je veux pas faire, je sais faire, je sais pas faire. Voilà. Où est ce collaborateur-là? Comment tu penses que tu vas l'aborder? Un petit peu de coaching. Je comprends pas cette partie de la stratégie. Bah, soirée pizza, on en discute. Mais ça, on le fait jamais. Le top manager, il fait jamais ça. Okay, et le middle manager, par ricochet, bien là, on arrive déjà à la conclusion. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de problème au niveau du middle management, il y a un problème au niveau du top management. Et ce comportement de top manager, il va ensuite avoir un impact à tous les niveaux. Mais il faut qu'il soit aussi visible à tous les niveaux, parce que le top manager, il est capital. Et pour revenir sur un sujet qui était peut-être un peu la conclusion, Philippe dit toujours, il aime bien voir les yeux qui brillent. Philippe Dumais, pardon. C'est l'ami avec qui on a écrit un livre. On est 4, mais on est 2 fondateurs du livre. Et moi, je parle de... Alors, il est plus smart que moi, donc il a trouvé une meilleure phrase, mais moi, je parle de fierté. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est la fierté dans les entreprises. C'est la fierté, c'est-à-dire que moi, en tant qu'opérationnel, je suis fier de mon line manager, et mon line manager, il est fier de son middle manager, et le middle manager, il est fier du top manager. Parce que cette fierté, c'est celle qui va nous faire avancer. On avance rarement pour des organisations, on avance pour les hommes. Donc c'est pour ça que le comportement, pour moi, il est... Alors je suis peut-être un peu trop théorique sur ce que je vous dis, mais je me suis peut-être mal exprimé avant, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois. Et si je suis un manager différent, les gens vont accepter beaucoup plus le changement, puisque je suis un manager différent. Merci David pour cette réponse. Il y a juste une question pour Sandrine avant de reprendre le cours, très rapidement. Vous avez souvent mentionné, Sandrine, le fait que vous ne comptiez pas vos heures. Quel moyen d'embarquer les équipes alors que le rapport au travail change? Et quel moyen d'embarquer et de valoriser les agents, notamment les anciens qui étaient avant les assimilés fonctionnaires ou encore les nouvelles générations? Vaste question quand même, c'est large. Bon, alors je compte pas mes heures, mais je vois quand même toujours mes enfants. Hein. Ne vous inquiétez pas quand même. Quand je dis que je compte pas mes heures, en fait, moi j'ai une grande chance qui est que je peux en gros choisir les sujets dans lesquels je m'investis. Je suis donc membre du CODIR de cette BU, de la BU France B2C. En gros, ça fait le top 800 du groupe NJ, normal. Je suis la seule à pas avoir d'équipe et j'ai la responsabilité de ce plan. Il y a 40 en gros initiatives, on va dire. Je dois tout faire avancer, donc je fais tout avancer, mais les sujets qui m'intéressent, les sujets que voilà, j'avoue, je suis un peu moins attirée par certains sujets financiers qui sont pourtant dans le plan, bah, j'y passe moins de temps, quoi. Mais sur les autres sujets, je compte pas mes heures. Mais ça, j'ai la chance, moi, d'avoir la liberté d'organisation de mon quotidien qui est indéniable aujourd'hui. Alors maintenant, là, la question qui a été posée sur, effectivement, embarquer les gens qui sont de l'ancienne école, alors ça, c'est un challenge au quotidien. On m'a souvent reproché d'être trop rapide dans la façon dont je m'adressais aux équipes ou de passer vite aux idées, parce que moi j'ai tout de suite compris et du coup on va derrière et je fais pas attention à la façon dont les gens travaillaient avant, et du coup c'est un travail au quotidien auquel je m'astreins, quoi, de montrer, de faire preuve de plus d'empathie, de travailler mon écoute active, pour qu'il n'y ait pas de conflit avec notamment des gens qui ont vécu 20 ans avant l'ouverture des marchés dans l'entreprise, en fait. Hein. Et j'en ai eu, j'en ai toujours beaucoup de collaborateurs. J'ai eu des anciens chefs avec qui on a eu des débats vigoureux, houleux, mais en fait, qui nous ont permis de créer quand même une confiance, parce qu'on est arrivé à des choses. Et je pense que ça, je reviens sur la confiance, c'est-à-dire que même si on est très différents, je veux dire, en se mettant quand même, en faisant preuve d'un peu d'empathie, si on arrive à dépasser un problème, à un moment donné, on crée une confiance qui va aller au-delà de tout ce qui est possible et qui va permettre d'accomplir des grandes choses. Pour aller un peu plus loin sur la confiance, je pense que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, c'est un élément qui est
absolument nécessaire si on veut travailler plus intelligemment. Je m'explique. Si j'ai confiance en mes collaborateurs, en mon équipe, en mon chef, ça veut dire qu'on peut s'exprimer franchement, avoir des débats d'idées, comme je disais, vigoureux, ne pas être d'accord, sans que il y ait de l'affect, vous voyez, personnel derrière tout ça, sans qu'il y en ait un des deux qui se sente ou méprisé ou mépris. Et ça veut dire que finalement on va réussir ensemble avec nos débats d'idées à trouver une situation, une solution qui est plus loin, qui n'est pas la solution du manager par exemple, ou la solution du consensus mou qui va convenir à tout le monde. C'est qu'on va trouver quelque chose de meilleur ensemble. Et c'est un concept que Harvard appelle la créative abrasion. J'aime bien ce terme en fait. C'est-à-dire qu'on se frotte quoi, ça pique un peu, mais finalement on arrive à trouver des idées meilleures ensemble. J'ai le temps d'ajouter un petit quelque chose. Je vais revenir à bien votre question. Deux sujets sur ce dont on va parler. La relation, le changement de la relation au travail avec les milléniums. Alors là encore, je pense que le comportement managérial, il est capital. Les milléniums, ils sont capables, et ils ont une très grande qualité. Ils sont fainéants. Non mais, si on met une once d'intelligence là-dedans, ça fait des choses très efficaces. Si après il y a des gens qui veulent discuter, j'ai une petite anecdote intéressante là-dessus. Donc, ces gens-là, et cette génération-là, elle ne va pas, comme l'ancienne génération, travailler parce qu'il faut travailler. Donc, le comportement du manager, quel qu'il soit, son exemplarité, sa capacité à donner de la vision, à aider, à être un animateur d'équipe, je vais revenir sur le deuxième point, ce dont tu parlais, dans la confiance, c'est ce qui va faire que le millénium, par défaut, lui, va pas compter ses heures. Alors, il va faire différemment de nous, il ne va pas avoir un temps de travail et un temps de repos, il va avoir un temps... j'ai la chance d'avoir une femme qui n'est pas millénium, mais qui est plus jeune que moi, et je vois qu'elle travaille très différemment de moi. Moi, je suis un peu ancien, je vieillis. Et donc, il va avoir une gestion du temps qui va être différente, mais lui, on va réussir à le mobiliser. Et c'est pour ça que cette exemplarité dans le management, sur toute cette ligne, elle est très importante. Le deuxième point que je voulais faire, quand tu parles de confiance, je fais trop de choses en même temps, je suis un homme, je ne sais pas faire. Ce que tu traduis en confiance, moi je le traduis en équipe. Le travail en équipe, c'est générer de la confiance, et la confiance génère un meilleur travail en équipe. Et c'est cette zone-là qui est capitale. Et c'est pour ça qu'au niveau du middle management, c'est un travail très différent. Si je suis manager expert, je ne vais pas travailler en équipe, c'est une caricature évidemment, hein, mais je vais donner des instructions. Si je suis manager, leader, je vais commencer à travailler sur l'équipe, je vais générer de la confiance et on va aller beaucoup plus loin et dépasser les objectifs et la façon de fonctionner. Et c'est valable quel que soit le niveau, hein, évidemment. À chaque fois, chaque type de manager a besoin de générer sa propre équipe. Et la confiance, pour moi, c'est l'équipe. Le temps passe à une vitesse hallucinante, malheureusement, et comme j'essaie de rester assez fidèle à l'horaire, il y a un sujet qu'on n'a pas intégralement abordé, même si on l'a touché du bout du doigt, c'est le top management. Avant de passer à ça, je voudrais juste donc résumer ces middle managers, si je peux le faire. Moi, ce que j'en retiens, c'est que grosso modo, le middle manager, c'est un petit peu le point cardinal de l'organisation. Il a un rôle qui est à la fois transverse, et puis il a un rôle qui est vertical aussi, dans toutes les directions. Et ce qui lui permet de faire ce rôle cardinal, on va dire, c'est effectivement cette notion d'exemplarité qui elle-même est nourrie par une notion de confiance. Donc en fait, le point de départ, c'est la confiance. Nous, chez TwoSpot, dans notre façon d'aborder notre relation aux participants et aux utilisateurs de notre plateforme, c'est la bienveillance. Et la bienveillance, en fait, c'est comme ça que tout commence. La bienveillance génère la confiance, qui nourrit l'exemplarité, qui la rend possible, et qui permet ensuite cette diffusion cardinale de l'information dans l'organisation. Donc j'espère que sur la partie middle manager, ça a à peu près répondu à vos attentes. Il y aura on va faire une session de questions-réponses juste après, et puis on pourra continuer à discuter.
le top management. Alors, ça peut paraître un peu trivial. Quel est le rôle du top management dans la transformation de ces organisations? Quelles sont les choses vraiment essentielles? Encore une fois, l'idée, c'est pas seulement de dire ce qu'il faut, mais ce que vous avez observé comme étant de bonnes pratiques du top management dans la transformation de vos organisations. Alors, non, j'ai essayé de réfléchir comment je vais dire quelque chose de pas très sympathiquement. Je suis pas certain d'avoir constaté énormément de bonnes pratiques. J'ai plutôt l'impression d'avoir vu des points d'amélioration. Moi, je dirais qu'il y a différents sujets qui sont, en tout cas que j'ai vu en bonne pratique. Un, ce dont je parlais, c'est-à-dire donc le sujet et l'essence même de ce moment-là, le changement de comportement. Mais c'est celui que je vois le moins. Quand je suis au top management, un vrai changement de comportement. Hein, c'est pas passer de je fais une revue par mois à je fais une revue par semaine. Ça, c'est pas un changement de comportement. Non, mais c'est du vécu, ça. Mais non, oui, on a changé. Maintenant, on revoit ça toutes les semaines. Bon. Donc c'est un, le changement de comportement. Deux, la capacité à avoir une vision claire avec un message simple. Ça, je crois que tu le dis très bien. Et vraiment, là-dessus, je crois que c'est super ce que vous faites. Et puis, trois, être capable, une fois qu'on a cette vision et ce message simple, d'intégrer dedans et de faire comprendre à tous les niveaux quel est leur intérêt. Qu'est-ce qui, dans mon quotidien, va faire que ça change. Si on a ces trois choses-là, je pense que, ma constatation, c'est que quand on l'a, en tout cas, la transformation, elle marche. Et elle marche, ce qui est intéressant, c'est qu'elle marche même mieux que ce qu'on avait prévu. Moi, je voudrais citer un exemple qui est fort et qui me paraît vraiment... moi, qui m'émeut presque. Je voudrais juste citer l'exemple d'Isabelle Kocher, notre directrice générale. Ça fait 3 ans, du coup, qu'elle est à ce poste-là. Et je trouve que son exemplarité est sans égale. D'abord, elle a changé des tonnes de choses depuis qu'elle est arrivée, mais sa façon de faire, son comportement, ses mots sont très aspirationnels. En tout cas, moi, je suis fan. Donc, je ne suis pas hyper objective, mais je vous l'explique quand même. D'abord, elle a elle a fait une réorganisation, changement d'organisation, mais surtout aplatissement des niveaux hiérarchiques pour avoir un dialogue, pour être beaucoup plus près des entités opérationnelles que nous sommes. Il y avait une couche intermédiaire au siège, ça s'appelait les branches, ça a disparu. Donc il y a elle et il y a nous, quoi. Il n'y a plus cette couche intermédiaire qui nous masquait le haut. Et en faisant ça, elle a instauré un nouveau dialogue avec les entités opérationnelles que nous sommes. On a, une fois par an, une sorte de revue stratégique, ils appellent ça l'ELS, Executive Leadership Session, où elle passe une journée, donc sans compter toutes les autres réunions qu'elle peut avoir, mais une journée dédiée à chacune des BU, donc à nous par exemple, et où l'on va discuter ensemble, donc le COMEX d'Engie face au CODIR de la BU, sur tous nos éléments de transformation. Et c'est juste quelque chose qui n'arrivait jamais avant. Un discours direct, un discours direct avec l'entité opérationnelle, je trouve que c'était, c'est nouveau. Elle a renouvelé une bonne partie évidemment du top management et du COMEX pour avoir des gens en qui elle ait confiance, justement. Elle est hyper active sur les réseaux sociaux, elle est partout dans la presse, elle est partout sur le terrain, elle est proche des équipes, ou en tout cas elle se déplace beaucoup plus que ne le faisait son prédécesseur. Et on le voit dans la presse. En plus, je pense que la presse l'aime bien, et bon, c'est un cercle vertueux. Ensuite, elle a un discours sur la vision qui est hyper clair. C'est elle qui a impulsé cette grande transformation du groupe. On a cédé des pans entiers d'activités, investi des dizaines de milliards dans de nouvelles activités, mais c'est parce qu'elle a une vision et une mission. Et cette mission s'appelle Harmony Project. En gros, c'est réconcilier les intérêts individuels avec la performance durable
pour apporter à tous les consommateurs des solutions énergétiques qui vont permettre d'être alignés avec la planète, qui vont être respectueuses de l'environnement. Donc voilà, c'est ça son ambition. Et je trouve que c'est ce que veut dire la marque en fait. Et c'est très fort, c'est très clair, c'est très nouveau. Et elle le dit avec des mots qui sont... on voit qu'elle les incarne en fait. On a de la chance d'avoir, du coup, voilà, c'est ça, je pense, une vision incarnée par un leader assez charismatique. Qui permet d'aligner... Il y a aussi la passion. Ah, la passion, oui, tu as raison, la passion. Il y a la passion. Ouais. Ça, les gens, ça le sentent. Ouais. Encore une fois, bon, après des exemples concrets j'en ai plein qui sont aussi de bonnes pratiques. C'est ce qu'on disait, les gens, les top managers qui vont faire du deep dive, les top managers qui vont coacher, qui sont dans l'écoute, ça ne les empêche pas d'être durs quand il faut être dur. Mais je crois que c'est vraiment ça l'essence. Moi, je constate beaucoup d'arrogance au niveau du top management, qui aujourd'hui, d'arrogance et de... voilà, je pense que c'est moi qui sais et vous ne savez pas. Alors que je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. Et je pense que par définition, pour avoir été dans ces rôles-là, quand on a un patron du sales and marketing, un patron de l'ingénierie, un patron des opérations, de la qualité, le MD est le moins knowledgeable, celui qui connaît le moins les sujets, puisque par définition, il a des gens experts autour de lui. Et c'est valable pour différents BU, différents patrons de BU. Donc il faut garder cette humilité pour créer cette confiance et pouvoir, dans son comportement, changer la façon de penser du BU. Et du coup, une question un peu joker pour tous les deux. Comment est-ce qu'on, d'après vous, on peut parvenir à faire basculer de l'arrogance, d'une certaine façon, à ce côté beaucoup plus passionné et aspirationnel? Je sais que Accor, Sébastien Bazin d'Accor a créé un Shadow Comex composé de génération Y pour justement challenger le Comex d'Accor. Est-ce que vous avez comme ça des recommandations sur la façon dont on peut se retourner Oui. Juste, alors, j'interviens, juste un petit mot que je voulais dire. Le troisième effet qui se coule, dont on n'a pas parlé du manager expert, c'est que le middle manager expert qui était là il y a 10 ans, aujourd'hui il est là. Okay. Donc forcément, c'est tout le débat, c'est comment lui va changer sa façon de fonctionner par rapport aux gens qui sont en dessous. Moi j'ai constaté deux choses. Alors là, je vais prendre un peu à contre-pied tout ce que j'ai dit. C'est un certain nombre de personnes qui sont là, qui vont réussir à avoir la confiance du top management, qui va dire, j'ai eu ce cas-là, moi personnellement, un manager qui est devenu un ami, quelqu'un que vraiment je trouve exceptionnel, et qui m'a dit un jour, je comprends pas ce que tu fais, mais fais-le. J'étais patron de business unit à l'époque, mais bon, et j'ai eu de la chance, parce que la chance est quand même un gros facteur tout ça. Hein. J'ai eu de la chance, ça a marché. Et donc ça a permis à cette personne de se dire, ah tiens, il y a peut-être quelque chose de différent, et après on voit un basculement qui est très progressif, et puis tout d'un coup qui s'accélère parce que les gens comprennent la différence. Philippe Dumais, avec qui on a coécrit, est passé complètement par cette phase-là. C'est quelqu'un qui était chez McKinsey, qui est allé sur le terrain, qui a essayé des choses qui ne marchaient pas, et qui s'est retourné et qui s'est posé la question en disant mais ça marche pas du tout, en fait, je donne les ordres, je donne la stratégie, comment je fais pour changer ça? Et il a eu une phase de transition compliquée, et c'est souvent par l'échec que ça vient. Je ne peux pas trahir de secret, mais il y a des choses en ce moment que moi je suis en train de constater dans ce top management qui vient de là. C'est-à-dire, on est face à des situations dans un marché qui évolue très, très fortement, on essaye encore et encore les mêmes méthodes et ça ne fonctionne pas. Donc ils sont à une telle limite que maintenant ils commencent à se retourner et essayer de trouver un relais ailleurs. Donc ils ont essayé les consultants, ça n'a pas marché, certains en tout cas ça marche moins bien. Ils essayent, puis finalement ils se retournent dans l'entreprise et puis ils vont trouver des personnes qui auront un comportement différent. Je crois que c'est très spécifique à chaque personnalité, malheureusement. Je sais pas ce que... Oui, je pense que l'arrogance c'est quand même assez spécifique. Voilà, il y a des gens qui, dans leur façon de s'exprimer, vont avoir l'air arrogants, qui ne le sont pas forcément, mais je pense qu'on a cité pas mal de petites choses qui montrent que le top management, quand même, peut se montrer de moins en moins arrogant. Moi, j'ai des exemples au quotidien. Quand on a un top manager qui
anime son codir, fait lui-même son compte-rendu qu'il envoie tout de suite sur son iPad, qui a plus d'assistante, qui prend lui-même ses rendez-vous, qui va lui-même faire des réunions de brainstorming avec les équipes. Ça c'est laisser tomber l'arrogance, c'est se mettre vraiment, sortir de sa place de top manager pour rentrer dans les sujets et travailler avec de nouvelles pratiques plus efficaces, plus collaboratives, plus modernes aussi, qui, je trouve, suscitent l'exemple. Et avec le temps, ça s'améliore. Alors, et donc, en ce qui me concerne, je trouve que le schéma que tu as tracé là, David, reprend parfaitement tout ce qu'on s'est dit. Ce que tu viens de citer, pour moi, Sandrine, c'est ce fameux deep dive que les top managers se doivent de faire. Moi, ce que je note pour les top managers, c'est vision, qui va créer une aspiration, qui va donner de la clarté, dialogue, le deep dive, comprendre, et puis l'incarnation. Lead by example. Voilà, donc ça je pense que c'est quelque chose, ça a été un fil rouge à travers tous ces échanges. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Et il y en a au moins 4 autres reçus par téléphone. Voilà. Bonjour et merci pour vos interventions. J'avais une question, si on va rester sur l'arrogance, plutôt personnelle, une question plutôt personnelle par rapport au parcours. Est-ce que vous remarquiez qu'il y avait plus d'arrogance au niveau des femmes ou plus au niveau des hommes? Moi, j'ai ma réponse là-dessus. Merci. Aujourd'hui, dans le groupe dans lequel je suis, il y a beaucoup de femmes. Dans le top puissant, il y a 50% de femmes dans le top puissant du groupe. Et c'est une volonté d'Isabelle Kocher. Donc et finalement, on le vit de façon très naturelle. Et je trouve qu'il n'y a pas plus. Je trouve que l'arrogance est plus justement chez les hommes. Alors, je ne vais pas dire la même chose, mais ça va rejoindre un petit peu. Je pense qu'elle est asexuée, l'arrogance. Par contre. Joker. Ouais, non, pas de joker, je vais revenir dessus. Mais je pense qu'elle est asexuée. Je crois que c'est purement un comportement personnel. Par contre, je pense que dans ce schéma-là, les femmes ont des atouts que les hommes n'ont pas. Parce que quand il faut travailler, quels que soient ces niveaux-là, il y a une capacité d'empathie, d'animation des équipes que beaucoup d'hommes n'ont pas. Alors après, il y a aussi des phénomènes, moi, que je constate générationnels. C'est-à-dire que, comme ça a été en particulier dans l'industrie, trop tard, il y a une génération de femmes qui a été obligée vraiment de se battre pour progresser. Et des fois, ça peut générer des comportements. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est la question vient de là, mais c'est des comportements qui effectivement j'ai eu. Mais je pense que c'est déjà d'un autre temps, cet aspect-là. Mais effectivement, on peut constater ça. Et de manière générale, je crois que c'est pas, c'est assez asexué. Mais par contre, encore une fois, je pense que les femmes ont des atouts et on va les voir arriver de plus en plus que les hommes n'ont pas. En tout cas, dans notre comportement un peu masculin. Je suis le chef. Il y a d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Je vous propose de relever le défi de le faire en 1 minute. Non, là, ça, je sais pas. Notre signature. Ça, je sais pas faire. Alors, on y va. Est-ce que le manager ne doit pas avoir une posture, question de Sylvain Hérault dans la salle, est-ce que le manager ne doit pas avoir une posture de facilitateur plutôt qu'un sachant ou un animateur? Pour moi, c'est ce que dit le schéma. Le schéma dit, si je suis ici, j'anime mes équipes. Donc je ne suis pas un sachant. Donc c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer en disant, le manager expert, c'est l'ancienne génération, le nouveau manager, il va être le manager leader. Et c'est cette différence qui va créer un problème. Et qui crée un problème aujourd'hui, c'est cette transition qui est un problème. Il y aura une autre transition après, mais aujourd'hui, c'est ça, pour moi, le plus gros challenge. Merci. Défi relevé. Moi, je veux bien répondre. Mais oui. Je veux bien répondre au nom de ToSpark, parce que... Il y aura une autre question sur ToSpark. ToSpark, on est une équipe de 30 personnes, et ce qu'on arrive à faire à 30, c'est juste... c'est totalement inimaginable. Si toutes les grandes organisations arrivaient à générer autant de valeur ajoutée par collaborateur que ce qu'on arrive à faire chez ToSpark, mais ce serait juste extraordinaire. Et moi, je saisis l'occasion de faire honneur à l'équipe ToSpark qui est ici, en tout cas en partie, pour dire, le fait de donner l'autorisation, voire d'exiger
de collaborateurs qu'ils soient meilleurs que vous, chacun dans leur domaine, qu'ils déploient leurs ailes et qu'ils prennent un maximum d'initiatives, ça décuple, ça centuple l'efficacité d'une organisation. Donc je ne saurais trop recommander le fait effectivement d'animer plutôt que d'opérer par injonction. Faciliter, même ce que disait la personne. Bah, tu peux garder le micro, Lara. C'est une question pour toi. Le travers des top managers, c'est de dire la transfo est essentielle, mais pas pour moi. Donc, y a-t-il une solution tout Spark, 1 minute, mais 10 fois par jour pour cette population? Question. Une minute 10 fois par jour, ça ne sert à... Enfin, ça ne sert pas le propos. Non, l'idée c'est que pour qu'une transformation s'opère à très grande échelle, il faut arriver à s'inscrire sur la durée. Ça ne peut pas se faire en mode flash. Donc ça, c'est le postulat premier de ce qu'on fait, c'est qu'il faut arriver à s'inscrire sur la durée. Pour arriver à s'inscrire sur la durée, il faut être engageant. Donc il y a ce fameux What's in it for me tout le temps. Il faut qu'on y trouve son intérêt. Et il faut être court. Parce que nous, on a tout essayé. On a essayé 10 minutes par semaine, 5 minutes tous les 2 jours, ça ne marche pas. Il faut vraiment ce format de 1 minute par jour, c'est celui qui fonctionne le mieux, surtout quand on doit déployer à très très grande échelle. Merci beaucoup, Lara. Il reste 2 questions rapides, et ensuite toutes celles que vous souhaiterez poser. Avez-vous, tiens Sandrine peut-être, avez-vous identifié dans vos organisations des leaders du changement qui ne seraient pas des managers et qui ont eux-mêmes inspiré des managers dans leur propre changement? Des leaders qui ne seraient pas managers, mais des leaders de la transformation, qui seraient dans la posture du transformer sans avoir le statut, par exemple. Mais je pense que c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a une sorte d'incarnation. Et moi, j'ai identifié où il y a des gens, et je sais que c'est des gens sur lesquels il faut que je m'appuie, qu'ils soient managers ou pas. Et je pense que c'est vraiment une nature. Hein. Je veux l'apprendre ça, parce qu'elle est super. Importance du deep dive et du comportement. Quand je descends là, je vais identifier les personnes qui, je vois, vont transformer l'entreprise et qui n'ont pas été détectées. Je fais une petite parenthèse, elle me tient beaucoup à cœur. En France, on se plaint beaucoup des syndicats. Moi, j'ai géré un site, La Courneuve, historique, CGT. Je vais dire quelque chose qui peut peut-être être un peu marquant. Quand on a un problème syndical sur un site, c'est parce que le management n'a pas fait son boulot correctement. Je suis un peu fort là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai découvert chez ces syndicats, je suis toujours en contact avec quelqu'un qui a des opinions politiques très différentes des miennes, radicalement différentes des miennes, et on a gardé le contact depuis plus de 10 ans maintenant. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait d'extrêmement bonnes idées de transformation, qui était quelqu'un qui était pour le changement et qui apportait des choses très intéressantes, qui était très bas dans l'organisation. Son témoignage est extraordinaire. Il dit, je suis arrivé à 17 ans et mon patron m'a dit, toi t'es qu'un petit con, tais-toi et fais ton boulot. Alors que ce type-là était un type fantastique. Et donc je pense que voilà, il faut être très attention pour répondre à la question. Oui, il y a des gens qu'on va identifier, c'est pour ça qu'il faut faire ces deep dive. Le deep dive, il sert aussi à comprendre où en est le middle management, où en sont mes opérationnels. Tiens, j'ai 2-3 personnes avec qui je peux fonctionner dans les deep dive. By the way, même si c'est pas quelqu'un qui a fait la transformation, le gars avec qui j'ai passé du temps sur le dépôt la nuit, il va parler à ses copains et il va se passer quelque chose autour de ça. Et puis je voulais dire autre chose, mais je l'ai perdu. Et si ça revient déjà pas, est-ce que, dernière question, pour ma part, mais il y en aura d'autres, est-ce que l'intelligence artificielle, tiens, c'est peut-être quelqu'un qui a assisté à notre précédent Transformer Friday sur la question, est-ce que l'intelligence artificielle ne faciliterait pas le rôle du middle manager, notamment sur la partie exécution? Intéressant, celle-là aussi. Tu es bien obligé, je crois. Et donc je propose qu'on fasse chacun 1 minute parce qu'effectivement il est 10h30 pour respecter le timing. Il y a de nombreux travaux qui sont écrits sur l'intelligence artificielle. J'ai pour ma part eu la chance tout récemment de faire un TEDx sur le sujet, donc je suis au point. Et puis bon, d'une façon générale, nous on croit beaucoup dans l'intégration de briques d'intelligence artificielle dans notre solution. Tous les métiers vont être impactés par l'intelligence artificielle, tous, à 80% pour des jobs qui sont et physiques et très prévisibles, mais même dans des jobs de top management, 30% des tâches peuvent être augmentées grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, absolument, l'intelligence artificielle, elle va être présente partout dans l'organisation,
elle va augmenter les collaborateurs, elle va leur donner une posture, une fonction différente. Elle va bien évidemment changer le rôle du manager, parce qu'on ne sera plus dans l'injonction, mais plus dans l'accompagnement, le fameux mieux que tu as mentionné tout à l'heure. Et évidemment, ce manager lui-même sera en capacité de passer plus de temps sur l'humain et moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Donc moi, je réponds résolument oui. Il a besoin d'aide, ce sera ma demi-seconde. Il a besoin d'aide, l'intelligence artificielle va lui donner de l'aide. Par contre, il va avoir changé les qualités qu'il va falloir apporter. Mais du coup, s'il n'a plus besoin de passer à faire des injonctions, remettons les managers au travail, non? Bien. Écoutez, c'est un joli mot de la fin. Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas prises dans la salle? Ne repartez pas avec des frustrations si vous en avez d'autres. Il y a le café également qui vous attend. Monsieur, allez, une dernière. Très vite et très simplement, quand il y a un problème comme ça de top manager qui sont pas au niveau de leur équipe, est-ce que c'est pas culturellement un problème clanique? On reste sur ses acquis, sur son diplôme de base, sur ce qui a fait qu'on était reconnu à 20 ans ou à 25 ans parce qu'on sortait d'HEC ou ce genre de choses-là. Et du coup, est-ce que ça renvoie pas une question de peur? Alors, il y a... D'abord, je pense que c'est un sujet, je me trompe peut-être, en tout cas mon expérience, c'est un sujet probablement une question assez franco-française. Dans des groupes très internationaux, je le vois relativement peu, le côté clanique. Il existe certainement différemment dans différents pays, mais je ne crois pas qu'il soit prédominant. Je crois qu'aujourd'hui, moi, ce qui me marque le plus, c'est vraiment ce côté profil. Le manager qui était le middle manager, le top manager d'aujourd'hui, il a un profil très différent et il doit avoir une posture très différente aujourd'hui. Est-ce qu'il est purement clanique? Je ne crois pas, enfin, je ne l'ai pas constaté fortement en tout cas, mais c'est avec mon expérience. Oui, je pense que certains ont vraiment très peur, ils ne se sentent plus dedans en fait. Ils sont dépassés par les événements. Et du coup, c'est des gens qui sont très compliqués à engager dans la transformation. Ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ok, en conclusion, ce qu'on a abordé aujourd'hui, c'était effectivement le rôle des managers dans la transformation. On a pensé à ce sujet-là initialement en abordant le sujet de la multitude, et donc plutôt des line managers, mais on s'est rendu compte en discutant ensemble aujourd'hui que le sujet des managers est en fait beaucoup plus vaste et très intéressant. Il concerne à la fois les managers de proximité, mais aussi, et pour des raisons très différentes, le middle manager et le top, exactement. Voilà, donc je repasse la parole à Giorgio pour clôturer la session. Pour les 30 secondes de fin. Alors, vous dire un grand merci à tous, c'était passionnant, c'était super d'avoir autant de questions de la salle. Un très grand merci bien sûr à nos speakers du jour. Chez ToSpark, c'est micro-intrusif qui ont créé des relations dans la durée, donc on a encore des rendez-vous pour vous. Notez le 8 juin prochain, ça s'appelle Stratégie de transformation. On vous enverra des choses pour vous tenir au courant, vous êtes tous inscrits, donc ce sera encore un débat passionnant. Notez également que nous serons présents à Vivatech, le salon Vivatechnologie que vous connaissez, le 24, 25 et 26 mai prochain. Rendez-nous visite au stand Cadiz, il y aura énormément de surprises. Retenez Cadiz. Et également vous dire que vous avez sur vos chaises des questionnaires qui sont extrêmement importants pour nous, vraiment, parce qu'on est dans l'amélioration continue et donc vos opinions, vos avis sur ce que nous proposons sont très, très, très importants à nos yeux. Je tiens à remercier tout particulièrement Alexandra Lambrecht ici présente, qui est en charge, donc responsable de la communication et du marketing chez ToSpark, et qui fait un boulot phénoménal, donc merci pour elle. Et dernière chose, vous dire que nous sommes l'équipe ToSpark, que Lara a qualifiée de fabuleuse, et voilà, on acquiesce, est à vos côtés au moment du café pour se quitter, pour encore discuter de la façon dont on opère la transformation dans les larges organisations. Si vous avez une minute, nous aussi, on a des démos à vous faire, on a plein de choses à vous raconter. Merci à tous, très bonne journée. Merci beaucoup.